en mars, grâce à Martin Griffiths et à Mme Di Carlo, nous avons pu écouter le président Zelensky. Nous voulons remercier M. Martins pour sa visite à Moscou et il a pu mener des rencontres utiles. La Russie, tous les jours, œuvre pour respecter les obligations au sein de l'Organisation des Nations Unies. Mais c'est l'Ukraine qui ne respecte pas ces obligations. Je ne vais pas vous dévoiler tous les chiffres que nous avons collectés. Nous avons pu sauver 123 500 personnes en direction du Donbass. Plus de 620 000 personnes ont été évacuées et sauvées depuis le début de cette opération. Il ne s'agit pas du tout de déportation, mais il s'agit de la décision libre des personnes sauvées. Et cela est prouvé par les documents. Madame la Présidente, le thème d'aujourd'hui qui avait été annoncé pour aujourd'hui n'est pas discuté. Et ainsi, je voudrais bien saisir l'occasion de la présence virtuelle du président Zelensky pour m'adresser directement à lui. Nous vous laissons pour juge et pour responsable de toutes les accusations non justifiées à l'adresse des soldats russes. Nous avons déjà parlé de tout cela en détail lors de la conférence de presse hier. Volodymyr Alexandrovitch, nous nous souvenons très bien les circonstances lorsque vous étiez élu comme président. Il y a eu beaucoup d'espoir. Vous avez promis la fin de la guerre dans le Donbass. La population a cru en vous. Vous avez pris des obligations vis-à-vis d'elle. Eh bien, cette injustice historique qu'on a vue après le coup d'État en 2014, on pensait qu'elle allait se terminer. Mais ces espoirs sont restés lettres mortes. Et les personnes qui vivent à Lugansk, à Donetsk et dans leur région ont été appelées des énergumènes. Et comme cela a été dit, des enfants étaient dans les caves dans le Donbass. Maintenant, vous tournez contre la langue russe, sachant que 40% de votre population est russophone. Aujourd'hui, les explosions sont entendues partout en Ukraine, non seulement à l'Est, où nous les avons entendues depuis 8 ans. Eh bien, il ne restait aucune autre solution d'amener la paix dans le Donbass après votre refus de respecter les accords de Minsk. Et il était donc nécessaire de résoudre ce problème par la voie militaire. Nous sommes au courant des ordres militaires secrets. On nous dit qu'en Ukraine, il ne peut pas y avoir de nazis. Mais nous savons parfaitement
que non seulement vous avez des nazis, mais ils sont aux commandes. Et les héros de l'Ukraine sont Bandera et Shukevich. Les Russes, les Ukrainiens, les Juifs et les Polonais ont souffert de leurs mains. Vous avez effectivement préféré fermer les yeux sur leur existence, mais hélas, ils sont là, ils sont nombreux, et parmi eux, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes. D'où nous tenons cette information? Eh bien, eux, ils ne se cachent pas. Ils portent des tatous et d'autres insignes de nazis. Ils se livrent comme cela dans les réseaux sociaux. Ils sont très nombreux dans des bataillons nationaux tels que Azov et autres. Mais en plus, ils se comportent comme des nazis, ils tuent comme des nazis. Non seulement des prisonniers russes, lorsqu'ils les torturent et après ils les tuent, et après ils se pavanent sur les réseaux sociaux de cela. Ils utilisent des civils comme un bouclier humain. Aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup de mensonges qui concernent les militaires russes. Nous avons des centaines et des milliers des preuves et des témoignages qui prouvent la violence des soldats ukrainiens. Je vais vous donner quelques exemples. Ce sont des histoires très violentes. Natalia Kudirova, maire de la ville, a quitté la ville parmi les premiers et après a fait répandre l'information comme quoi les soldats russes bloquent les évacuations. Et une grand-mère a raconté que le bataillon Azov ne permettait pas les civils de sortir des caves. Et ceux qui sortaient étaient fusillés. Les femmes et les jeunes filles ont été déshabillées pour pouvoir être pillées. Valentina Borisenko parle qu'à Kramatorsk, des femmes avec 2 enfants ont été tuées. Elle a été chassée de sa propre maison. Elle avait 2 filles et ça a été fait par les militaires qui avaient le bandeau jaune et bleu. Natalia Vassilievna a été torturée à Kramatorsk dans une cave. J'ai été attachée à un tuyau et lorsque ils ont appris que j'étais russe, eh bien, j'ai été torturée et ma fille a été torturée. Shapovalova a fait également l'objet des tortures. Des positions de feu étaient positionnées entre les immeubles. Et il y a eu des tirs indiscriminés qui visaient le théâtre. J'ai vu de mes propres yeux que dans les rues pacifiques, il y a eu des tirs. À Mariupol, à partir du 24 février, les soldats ukrainiens ont tiré sur notre immeuble. Et les tirs étaient ciblés. Nous avons posé la question, pourquoi les Ukrainiens le faisaient? La réponse était que jusqu'à ce que l'esprit russe ne soit érasé, complètement effacé, nous allons continuer. Eh bien,
On a été escorté à Mangouche. J'en ai pas fini, j'ai d'autres exemples. Des Russes qui ont été tués avec des croix gommées sur leur corps, des civils même étrangers, ont été torturés, et tout cela est porté comme accusation contre la Fédération de Russie. Eh bien, c'est indécent de laisser croire que c'était fait par les soldats russes. Eh bien, même les Ukrainiens civils ont été tués par leurs propres armées dans des régions où les troupes russes d'où les troupes russes se sont retirées suite aux négociations. Maintenant, concernant Boutcha, je comprends, vous avez vu des cadavres, vous avez entendu des récits, mais vous avez vu uniquement tout ce qu'on vous a montré. Vous avez vu uniquement la version ukrainienne, promue par les médias occidentaux. Mais il y a également des vidéos et des preuves selon lesquelles il n'y a pas eu de cadavres. Et si vous avez regardé la vidéo aujourd'hui, vous avez remarqué que les gens qui étaient éparpillés sur les voies, ils avaient les bandeaux blancs. Ce sont des civils. Et selon New York Times, effectivement, nous voyons que ces images sont une mise en scène. Hélas, ces pays-là sont complètement différents vis-à-vis de l'Ukraine. Ils ont toujours cru que l'Ukraine était juste un outil. Mais maintenant, ils essaient de livrer davantage d'armes à l'Ukraine. Eh bien, je me répète, comment est-ce que c'est devenu possible de voir une telle violence de la part des nationalistes? Et vous, lorsque vous donnez des interviews aux médias américains, vous dites qu'ils sont comme ils sont. Et j'espère que vous allez réfléchir à tout cela. Parce que la résolution de cette situation dépendra uniquement de vous. Nous sommes arrivés pour pouvoir apporter de la paix, tant entendue dans le Donbass, la vraie paix durable. Et pour cela, il faut éradiquer la violence qui est enracinée, éradiquer le nazisme en Ukraine qui commence à se répandre en Russie. Et il est temps de le faire. Nous ne bombardons pas, nous ne tirons pas sur des sites civils. Ainsi, nos avancements et nos avancées ne sont pas aussi rapides. Et contrairement aux avancées en Irak, en Syrie, par les États-Unis, ils n'avaient pas de pitié. Nous avons pitié. Et vous pouvez voir la provocation à Boutcha avec ces fausses communes. Et ne laissez pas l'Occident prendre les décisions à votre place, le président Volodymyr. Prenez la bonne décision maintenant, parce que vous connaissez très bien la vraie situation sur le front. Plus tard sera trop tard. Je vous remercie de votre attention. Alors, l'ambassadeur de la Russie auprès de l'ONU qui répond à Volodymyr Zelensky, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Déjà, les preuves qu'ils pensaient, dont on nous disait qu'ils allaient nous les donner, on les attend toujours. Il faut, ceci dit, et on en parlait hors antenne, Catherine, faire attention
à ce qu'on dit et reconnaître qu'il y a certaines choses qui sont dites qui ne sont pas forcément fausses. Je vous laisse répondre dans une seconde. Je voudrais juste vous préciser qu'on peut se poser la question de est-ce qu'on laisse un micro ouvert quand on entend des mensonges pareils dont certains sont... Quand il dit le New York Times a démonté la théorie des Ukrainiens, c'est faux, le New York Times, ça fait exactement l'inverse. En l'occurrence, on a laissé le micro ouvert parce que c'est la parole officielle. Oui, bien sûr. C'est la Russie qui s'exprime à l'ONU, quoi. Il faut évidemment écouter les deux camps, même si on ne peut avoir des doutes sur la version de l'un des deux. Mais évidemment, c'était très attendu. Enfin, il n'y a aucune surprise dans ce que vient de dire le représentant de la Russie à l'ONU. Il a fait référence au nazisme ukrainien, en citant évidemment Stéphane Bandera, qui était, durant la Deuxième Guerre mondiale, celui qui a fait passer son bataillon sous les ordres de la Wehrmacht et donc des nazis pour lutter contre les soviétiques et les polonais. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est un fait. Ça, c'est établi. Ça, c'est vrai. C'est vrai que le bataillon Azov a sur son étendard un signe qui rappelle étrangement celui de la Panzerdivision et des Allemands, de l'Allemagne nazie aussi. Donc voilà, ça, c'est vrai. Après, sûrement, parmi les exemples qu'il a cités de personnes qui ont été tuées ou maltraitées par l'armée ukrainienne, sûrement que c'est vrai aussi, ça se passe dans toutes les guerres, encore une fois. Mais de là à en conclure, comme il le fait, en expliquant que la Russie est arrivée pour ramener la paix en Ukraine parce que les habitants du Donbass étaient particulièrement maltraités et qu'en fait, il y avait déjà une guerre qui se jouait à cet endroit-là et que la Russie, en gros, est arrivée comme force pacificatrice, évidemment, donc les nazis sont au pouvoir. Il dit les nazis sont au pouvoir, ils sont partout jusqu'au pouvoir. Mais c'est pas audible. C'est la technique toujours, d'ailleurs, mais pas seulement des Russes, des gens qui veulent faire passer une pseudo-vérité pour une vérité totale. C'est-à-dire qu'ils prennent 2-3 éléments qui sont vrais et à partir de là, ils en tirent une conclusion qui est fausse. Quand on parle de fake news, c'est ce qu'on appelle un sophisme. C'est un peu ça. Juste une question, et je vous laisse débattre, mais il parle des accords de Minsk en disant à Zelensky, l'Ukraine n'a pas respecté les accords de Minsk. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 mots, Vincent, ce qu'il y avait dans ces accords de Minsk et ce qui n'a pas été respecté? Alors, les accords de Minsk avaient vocation donc à mettre un terme au combat dans la région du Donbass. D'ailleurs, c'est une procédure dans laquelle la France a été impliquée avec d'autres acteurs. Et ce qui est à peu près établi, mais je suis ouvert évidemment à toute contradiction, c'est qu'effectivement, certaines des modalités des accords n'ont pas été intégralement respectées par la partie ukrainienne. Donc qu'il y ait eu une certaine mauvaise volonté dans l'application de ces accords, je pense que ça n'est pas véritablement contestable. Et les élections, notamment dans les régions autonomistes, qui n'ont pas été organisées. Voilà. Cela posé, je suis allé voir la collection Morozov, magnifique collection. Et j'ignorais à ce point qu'à Moscou, on adorait Magritte. Vous savez, ce fameux tableau, ceci n'est pas une pipe. Le véritable tsar de la vérité alternative, ça n'est pas Donald Trump. C'est à l'évidence Vladimir Poutine et son orchestre. Et d'ailleurs, je remarque que si la diplomatie russe n'est pas capable de produire un discours mieux charpenté et moins grossier que ça, il a lieu de s'inquiéter. Parce qu'il ne suffit pas de dire vous avez tort pour que la vérité soit vous avez tort. Deux ou trois éléments. Alors, juste expliquer pourquoi cette référence obsidionale au nazisme. On est à 1 mois du 9 mai. Le 9 mai est une date sacrée. Ce jour-là, Vladimir Poutine, donc anniversaire de la victoire, grande guerre patriotique contre le nazisme, ce qui permet de faire oublier le pacte germano-soviétique jusqu'en 1941 au passage, c'est toujours utile, c'est une date absolument clé. Et il veut pouvoir, à cette date-là, invoquer une victoire. Ouais. Et toute cette référence à la grande guerre patriotique, au nazisme, etc., ça a, qu'on le veuille ou non, une vraie résonance dans une partie significative de l'opinion russe. Et sur le bataillon Azov, rappelons simplement qu'effectivement, en 2014, la ville de Mariupol, elle tombe aux mains des séparatistes, puis elle est reprise. Et c'est à ce moment-là qu'émerge le bataillon Azov, créé par un politicien ukrainien qui s'appelle Andriy Biletsky, qui sera élu député de 2014 à 2019. Il y a effectivement le Wolf Angel, le crochet du loup, qui a une référence graphique incontestable à l'imagerie nazie. C'est pas douteux. Il y a effectivement dans ce groupe des ultranationalistes qui assument et revendiquent un suprématisme de type arien. Et tatoué, comme le dit d'ailleurs également l'ambassadeur. Mais c'est 3500
personnes au maximum, c'est-à-dire c'est moins de 2% des effectifs de l'armée d'active en Ukraine, et d'ailleurs ils seront intégrés plus ou moins bien d'ailleurs à la garde nationale ukrainienne. Mais peu importe, il faut enfoncer ce clou parce que... Et puis je termine sur un point. Quand on parle de la violence enracinée dans, grosso modo, l'armée ukrainienne et la conscience ukrainienne, il faut parler de l'incroyable cruauté qui existe dans les casernes russes, avec des jeunes conscrits qui sont prêts à tout pour ne pas être embarqués là-dedans, parce qu'ils savent qu'il y a des suicides, des violences de nature sexuelle, des humiliations, etc., etc. Entre eux. Au niveau des Russes. Donc, moi, d'ailleurs, une des hypothèses, et c'est là-dessus que je voulais rebondir tout à l'heure, quand il était question, et je termine sur ce propos, d'unité spéciale ou marginale qui serait la cause d'eux. Moi, je crois beaucoup, vous savez, à la thèse de Hannah Arendt sur la banalité du mal. Parce que je l'ai vu à l'œuvre, notamment au Rwanda et dans d'autres endroits du monde. Et donc, je crois qu'un jeune Russe de 19 ou 20 ans, un peu paumé, soumis depuis des années à un matraquage infernal du mensonge et de l'infériorisation de l'ennemi, peut très bien se rendre coupable de gestes qui nous paraissent absolument obscènes, impardonnables, parce qu'il y a chez lui une sorte d'abolition du discernement. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas propre à la Russie, que j'ai vu à l'œuvre partout. Donc, je veux dire, voilà. Donc, c'est presque une œuvre d'art, ce qu'on vient d'entendre. Enfin, je veux dire, vous proposez ça à un éditeur, il vous demande ce que vous avez fumé. Bon, c'est comme ça. On était tous un peu ébahis, rapidement, Samantha. Pour reprendre ce que vous venez de dire sur les Russes, j'ai lu un commentaire écrit par un analyste russe sur Boutcha, qui disait que finalement, pour lui, le coupable, ce sont justement ces Russes qui ont grandi dans une société violente, appauvrie, où la violence rentre dans chaque foyer, parce que la violence entre les hommes et les femmes en Russie est terrible. Presque un enfant russe sur 2 a vu son père battre sa mère. Une violence sociétale, sans parler d'un espèce de sentiment de ne valoir rien, surtout quand ces gens qui viennent des campagnes appauvries et qui ont perdu tout leur sens depuis 30 ans. Donc ces 30 années de réformes qui n'ont pas abouti, qui ont créé ces jeunes garçons aujourd'hui. Pour vite revenir aux accords de Minsk, il faut quand même se souvenir que l'OSCE a fixé le nombre de violations de cessez-le-feu entre les Russes et les Ukrainiens sur la ligne de contrôle, et 90% de ces violations des cessez-le-feu sont faites par les Russes. C'est exact. Donc ça, il faut vraiment le rappeler. Un mot général, pardon, je vois le temps qui tourne, mais sur cette passe d'armes à l'ONU, là, entre les Ukrainiens et les Russes, c'était assez édifiant. Ce que Vincent a dit est tout à fait juste, hein, c'est-à-dire que 2-3 vérités ou semi-vérités, et après on assène un peu n'importe quoi. D'ailleurs, on n'avait même plus envie de l'écouter parce que c'était tellement grossier. Donc c'est tout à fait juste. Et également, cet effet, tu sais, j'assimile ça à l'effet de foule aussi, tu sais. Moi, la foule me fait peur, parce que quand la foule commence à partir dans tous les sens, et on l'a vu même en Occident, ça peut faire n'importe quoi. Et c'est vrai que des gens qui perdent le sens commun en temps de crise, en temps de guerre, et d'ailleurs c'est toujours en opération que les vraies personnalités se révèlent, hein, il faut le savoir. Hein. Et donc, les gens qui sont timides peuvent d'un coup émerger. Et à l'inverse, ce que j'appelle les grandes gueules du temps de paix, on ne les retrouve plus en temps de crise. Donc ça, c'est vraiment un classique. Ce dont les armées, notamment occidentales, se préoccupent désormais. C'est-à-dire que maintenant, on fait attention à nos soldats, dans quel état ils rentrent, etc. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a quelques années encore. D'où l'importance du commandement, d'où l'importance de l'encadrement et tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher des responsables identifiés, bien documentés sur ces affaires-là. Et rapidement, et les juger rapidement. Alors, cette passe d'armes, vous l'avez vécue avec nous en direct, donc depuis le siège des Nations Unies à New York. Volodymyr Zelensky en visio, évidemment, tout à l'heure. Et puis la réponse de l'ambassadeur russe, quelques temps plus tard. Vous n'avez pas respecté les accords de Minsk, dit-il. La folie du nazisme, les nazis sont aux commandes chez vous. Voilà ce que dit l'ambassadeur russe. Donc, la voix de la Russie, c'est la voix du Kremlin, bien évidemment. Quand Volodymyr Zelensky, lui, parle de preuves indéniables. On est allé vérifier sur le terrain, justement, avec Solène Rioux et Claire Cambier, qui sont allés à Boutcha. Regardez. Avec cette visite organisée par le ministère de l'Intérieur ukrainien, on comprend bien qu'il s'agit, en plus du terrain militaire, d'une guerre de communication, une guerre d'image. D'un côté, les Ukrainiens qui accusent les Russes de génocide, de l'autre, les Russes qui accusent les Ukrainiens d'une mise en scène. Ici, on veut, grâce aux journalistes, montrer à la communauté internationale et au reste du monde ce qui s'est réellement passé à Boutcha. Les habitants que nous avons rencontrés dans cette petite ville du nord-ouest de Kiev nous demandent également
de filmer, de montrer parfois des images terribles, comme tout à l'heure, ces corps, cette famille de 5 personnes dont on voyait les corps, des images insoutenables, mais ils veulent que l'on montre ces images pour montrer la réalité du terrain ici à Boutcha. Voilà, avec des images de Claire Cambier. C'est pas simple toujours de faire ce boulot-là, mais c'est important de le faire évidemment, et c'est pour ça qu'on vous montre ça, bien entendu, sur les images qu'on vous a montrées. On les a choisies parce que certaines sont effectivement carrément insoutenables et n'ont pas plus d'intérêt que celles qu'on vous a montrées. On continue d'en parler avec David Pujadas dans une seconde et toute l'équipe de 24 heures, tout en se posant la question d'ailleurs de la suite de la guerre. Vous disiez, Vincent, tout à l'heure, cette guerre peut être très longue, ça peut durer encore très longtemps. Le front, on l'a compris, se décale à l'Est. Est-ce que Vladimir Poutine, à l'Est, peut perdre également? C'est l'une des questions auxquelles David répondra avec toute son équipe. Et puis vous suivrez évidemment toute la soirée cette passe d'armes à l'ONU lors de cette réunion du Conseil de sécurité qui avait été demandée par Volodymyr Zelensky. Je vous précise que les Russes avaient pris la parole furieux.